Bonsoir à tous, donc nous continuons dans nos halachot concernant la vérification des fruits et légumes. La dernière fois on avait parlé de l'origine de l'interdiction de consommer des insectes aussi petits soient-ils dans la Torah. On avait parlé de la gravité de cette interdiction, qu'il pouvait s'agir même de 6 interdictions quand on parle d'un insecte volant. On avait parlé de la notion de bria. On avait dit qu'un être vivant, même tout petit, et même s'il ne fait pas la taille d'un kazaït, eh bien, il a suffisamment d'importance pour que on transgresse l'interdiction de la Torah en le consommant, et il a suffisamment d'importance aussi pour ne pas être annulé, batel berov. On avait vu qu'on n'avait pas le droit d'annuler volontairement un interdit, donc on ne peut pas faire comme si ça n'existe pas et préparer sa soupe et se dire bon, de toute façon, il a peut-être été broyé ou il s'est détérioré avec la cuisson. On a vu la notion de parish, qui est peut-être moins d'actualité, on rencontre moins de ce genre d'aliments, mais qui existe halachiquement, c'est-à-dire que les insectes qui paraissent générer de la matière elle-même, qui paraissent générer de l'eau elle-même, ne sont pas interdits par la halakha, même si scientifiquement on sait très bien qu'ils viennent de l'extérieur. On a vu que l'onit natural et malaché acharet, que les interdictions concernant les tolaïm ne pouvaient concerner que des insectes qui sont visibles à l'œil nu, repérables à l'œil nu au moins repérables à l'œil nu, qu'on puisse distinguer quelque chose du fruit quand on observe le fruit. Et enfin, on avait vu en aussi la azalarishonim, qu'on ne pouvait pas interdire ce que nos avots, ce que nos ancêtres consommaient pendant des siècles, en se disant, vu que maintenant on peut mieux les déceler, on a des outils plus perfectionnés, alors on va se mettre à interdire ce que nos avots consommaient, et considérant ainsi qu'ils observaient moins bien la Torah que nous. Non, on doit se contenter de respecter la Torah à l'image de ce que nos avots nous ont transmis, à l'image de ce que nos ancêtres nous ont transmis. Après tout, c'est de là que vient la Torah, c'est la tradition, c'est avant tout une tradition. Et donc c'est une forme de respect de la tradition que de ne pas interdire ce que nos ancêtres permettaient. Alors, vu que cette interdiction existe, vu qu'il y a des chances que des parasites se trouvent dans les aliments, dans quelle situation a-t-on l'obligation de vérifier les aliments? Est-ce qu'il y a des aliments qu'on n'est pas obligé de vérifier? Est-ce qu'il y a des aliments qu'on doit vérifier de façon systématique? Eh bien, ce genre d'obligation, en réalité, varie évidemment en fonction des fruits et des légumes. Il y a des fruits où la probabilité est plus grande, donc il va falloir les vérifier systématiquement, voire les nettoyer systématiquement. Et il y a des fruits dont la probabilité qu'ils soient infestés est quasiment nulle, et donc on n'a pas l'obligation de les vérifier. Donc ça dépend aussi du climat, ça dépend du mode de culture, si c'est quelque chose que l'on fait pousser en serre, si c'est quelque chose qu'on fait pousser avec des insecticides ou sans insecticides. Voilà, les cultures bio ont plus de chances d'être infestées. Et ça dépend aussi de la réglementation sanitaire des produits commercialisés. Il peut y avoir des pays où la réglementation sanitaire est plus stricte que dans d'autres pays, et donc ces autres pays où la réglementation est moins stricte, eh bien il va falloir peut-être plus vérifier, se montrer plus strict, en tout cas en ce qui concerne la vérification, là ce qu'on appelle l'abdika. Alors, halakhiquement, on doit distinguer 3 types de situations. Il y a la situation de ce qu'on appelle mirout she'eno matsui, une minorité qui ne se trouve pas, autrement dit un cas extrêmement rare, une probabilité quasi nulle. Dans cette situation-là, pas d'obligation de vérification. On peut consommer le fruit sans même prendre le temps de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le laver à l'extérieur, mais ça c'est pour d'autres raisons. Mais en tout cas, on n'est pas obligé de l'ouvrir et de regarder à l'intérieur en se disant peut-être il y a un verre, tellement il est rare de trouver des vers dedans. Alors vous avez un exemple qui est valable partout, la pomme, la poire, la pomme de terre, les carottes. Voilà, c'est pas que c'est impossible, ça peut arriver, mais c'est tellement rare qu'on n'est même pas obligé de vérifier avant de consommer ces fruits-là. C'est ce qu'on appelle mirout chez Enomatsu, une minorité
très très rare. C'est très rare que de trouver un ver dans une pomme. Donc pas d'obligation de vérification. Comme on dit, yochlu anavim veisbao, que les humbles mangent et qu'ils se rassasient. Ensuite, l'extrême opposé, c'est la notion de murzak nagua. On a une chazaka, on a une présomption de présence de vermine, de présence d'insectes, de présence de parasites. Alors pour ce genre de légumes, évidemment, il faut obligatoirement vérifier. C'est le cas par exemple du fenouil, surtout en été. C'est le cas de la laitue. Même la laitue, même l'iceberg, elle doit être vérifiée. Tous les légumes à feuilles, le chou, etc. Et pour ces légumes-là, évidemment, impossible de consommer si on n'a pas pris la peine de vérifier chaque feuille. Pour les fenouils, c'est surtout dans les coques extérieures, les feuilles extérieures, qu'on risque de trouver des parasites, ces petits trips, ces petits parasites qui ressemblent à un cheveu, hein, vraiment un cheveu comme quand on l'a coupé. Et vraiment, ces petits parasites, on les trouve très très souvent dans ces aliments. Donc tu es obligé de vérifier l'aliment, de le nettoyer de façon méthodique, et c'est seulement quand on a la certitude d'avoir nettoyé l'aliment qu'on est sûr qu'il n'y a plus aucun parasite, qu'on peut le consommer. Et dans ces situations-là, si on a oublié de le vérifier, et qu'on l'a déjà incorporé dans un plat, eh bien c'est interdit. Le plat est interdit parce qu'on a la quasi-certitude qu'il y avait des parasites dedans. Ça veut dire la probabilité est suffisamment grande pour qu'on interdise le plat. Donc ça, ce sont des légumes qu'il est absolument interdit de consommer sans une vérification préalable. C'est ce qu'on appelle murzak nagua. On a la certitude que c'est infesté. Et enfin, il y a le cas intermédiaire, et qui est peut-être certainement le plus courant, c'est la notion de miaout hamatsui, une minorité, mais qui est assez probable. La majorité des fruits est propre, mais l'occurrence d'un fruit infesté est assez courante. Alors, vous avez par exemple la date. La majorité, quand vous ouvrez une date, en général, il n'y a rien dedans, mais ça peut arriver qu'en ouvrant une date, vous trouvez une sorte des petites granules comme ça, qui en réalité montrent le passage de mythes alimentaires. Donc ça peut arriver, surtout quand les dates sont restées stockées longtemps dans les étagères, dans les étalages, et surtout quand on les a retirées des branches. Alors là, franchement, quand vous achetez des dates qui sont retirées des branches, il faut quasiment être sûr de trouver des dates véreuses dans le lot. Donc étant donné que c'est un mi-août qui est courant, alors on a l'obligation de vérifier. Vous avez la farine surtout dans les régions méditerranéennes, je pense notamment en Israël, où ça arrive assez souvent de trouver un paquet de farine avec quelques parasites, un ou deux parasites. Donc ça arrive. Et le fait que cette probabilité existe est assez fréquente, elle ne surprend pas, en tout cas, on va voir exactement la définition de miaout hamatsui, eh bien, elle oblige la vérification de la farine, en Israël surtout, elle oblige la vérification de chaque date, etc. Maintenant, étant donné que c'est ce qu'on appelle un mi-août, qu'est-ce qui se passe si on a oublié de vérifier et qu'on a déjà cuisiné? J'ai déjà pris ma farine, et j'en ai déjà fait un gâteau, et je ne l'ai pas vérifié, je suis dans un endroit où, effectivement, on peut dire que la farine, c'est ce qu'on appelle miaout hamatsui, ça arrive qu'il y a des vers. Et étant donné que la farine a déjà été utilisée, ça a déjà été incorporé dans une recette, Bediavad, ça reste permis. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle mi-août, ça reste une minorité, c'est pas murzak nagua. J'ai pas la quasi-certitude qu'il y avait une présence de parasites dans ces aliments-là. Donc, si j'ai déjà utilisé la farine, le gâteau est permis. Par contre, s'il reste encore un peu de farine dans le paquet, là, je devrais quand même faire l'effort de vérifier ce qui reste, de vérifier le reste du paquet. Si le reste du paquet est propre, là, je suis tranquille. Si le reste du paquet est infesté, alors là, même si j'ai déjà utilisé la farine, le gâteau est interdit. Voilà, c'est rare, mais
mais ça peut arriver. Donc il faut être vigilant. Il faut être vigilant a priori. Alors, ce qu'il faut bien préciser, c'est qu'en France, c'est beaucoup plus rare de trouver des vermines dans la farine. C'est beaucoup plus rare, il fait plus frais, et voilà, les conditions de stockage sont peut-être pas les mêmes. En tout cas, c'est très rare, ce qui fait qu'en France, on a moins l'habitude de, on a moins l'habitude de tamiser la farine. Mais en Eretz Israël, c'est systématique, on va voir pourquoi. D'ailleurs, en entendant un jour un cours du Rav Kuber, qui dirige la cacheroute du OU d'Eretz Israël, du OU Israël, il nous disait que par plaisanterie, on avait tendance souvent à dire que la vérification des fruits et légumes, ça fait partie des mitzvot atluyot ba'aretz, c'est des mitzvot qui dépendent de la terre, au même titre que la shemitah, au même titre que les prélèvements des maasrot, des prélèvements sur les productions agricoles. Eh bien, la vérification des fruits et légumes sont des mitzvot atluyot ba'aretz. Évidemment, ça n'a rien à voir avec cela, ça dépend encore une fois du climat et des conditions de stockage. Mais c'est sûr qu'en Israël, pour beaucoup de fruits et légumes, on est beaucoup plus pointilleux qu'en Rousse Laaretz, certainement du fait de la température estivale qui y règne la plupart du temps. Alors, qu'est-ce que c'est Miyut Hamatsui? S'il fallait définir cette notion avec un peu plus de précision, dans quelle situation on est obligé de vérifier? Qu'est-ce qui oblige à vérifier? C'est une définition qui est critique, encore une fois, parce que si vous dites que c'est une minorité qui n'est pas Matsui, alors je n'ai même pas besoin de vérifier, et si je l'ai utilisé, évidemment, bah, tout est permis, je n'ai même pas de questions à me poser, tandis que si je suis dans le Miut Hamatsui, dans la minorité qui se trouve, eh bien à ce moment-là, j'ai une obligation de vérification, et c'est seulement Bedi Avad, et c'est seulement si l'aliment a déjà été cuisiné, déjà incorporé, que Bedi Avad, puisque c'est déjà fait, c'est ça Bedi Avad, puisque c'est déjà fait, l'aliment est permis. Donc définir le Miut Hamatsui est extrêmement important. Et sur ça, il y a débat. Et il y a plusieurs positions dans les poskim, il y en a au moins 4. Disons qu'on va en rapporter les trois principales. Il y a l'opinion du Rivash, Rav Yitzhak bar Sheshat. Rav Yitzhak bar Sheshat, c'était un grand décisionnaire qui vivait à Alger vers le 15e siècle et qui est souvent rapporté par Rav Yosef Karo dans son ouvrage Bet Yosef. Lui, il dit que Miut Hamatsui, ça veut dire que plus de la moitié des lots, plus de la moitié des fruits sont propres. Et il existe environ la moitié des fruits ou des lots ou des paquets sont infestés. Dans ce cas-là, on peut parler de Miut Hamatsui. Si maintenant la proportion est moindre, on est vraiment à l'eau. On n'a pas atteint à peu près la moitié des lots. Alors à ce moment-là, on parle de Miut Sheino Matsui, on parle de minorité qui n'est pas fréquente. Et là, on n'a même pas besoin de vérifier. Alors évidemment, c'est une grande coula, parce que ça voudrait dire que j'ai pas besoin de vérifier mes dates. C'est pas la moitié des dates d'un paquet qui sont infestées. C'est très très rare. Même les dates qui sont restées très longtemps sur les étalages et qui ont de fortes chances d'être moins propres, on va dire, même ces dates-là, c'est pas la moitié du paquet qui part. C'est très rare que ce soit la moitié du paquet qui part. Alors vraiment de l'avoir eu au rabais dans un épicier vraiment très peu, dans un épicier très peu pointilleux de l'hygiène. Mais c'est une très très grande coula, c'est une grande tolérance que présente la position du Rivash. Alors, la majorité des décisionnaires ne suivent pas justement cette coula du Rivash de Rav Yitzhak bar Sheshat. En revanche, ce qui va plutôt attirer une majorité des poskim, c'est la position du Mishkenot Yaakov. Mishkenot Yaakov lui dit qu'il s'agit d'un dixième. Si j'ai un dixième des fruits, un dixième des paquets de farine, sur 10 paquets de farine, j'en ai un où je vais trouver de la vermine. Ce qui est le cas en Eretz Israël, parce que, comme je vous l'ai dit, la chaleur facilite l'apparition de parasites. 1 sur 10 lots peut être infesté, ça a des chances que ce soit environ 1 sur 10, c'est ça la proportion, et bien à ce moment-là, il y a une obligation de vérification. Alors, si maintenant je n'ai pas vérifié, le plat est permis, le plat est autorisé.
Donc on va plutôt dans le sens du Mishkenot Yaakov. La halakha, elle va plutôt dans ce sens-là, même si le minhag, on a quand même l'habitude de se montrer un peu plus strict. On a l'habitude de se montrer un peu plus strict et de suivre cette troisième opinion qui est présentée par le Rav Falk, qui dit que Miuta Matsui, c'est quoi Miuta Matsui? Une minorité qui se trouve, c'est une minorité qui, lorsque je m'en rends compte, eh bien ça ne me surprend pas. Je ne suis pas si surpris que ça, je suis peut-être déçu, mais je ne suis pas surpris. J'ouvre mes dates régulièrement, et j'arrive sur une date qui est infestée, je tamise ma farine, bon, en général je trouve pas, ah, ça arrive que je trouve, je suis pas surpris. C'est peut-être moins d'un dixième, mais ça ne va pas produire chez moi une surprise, parce que ça arrive, je sais bien que ça arrive, je sais bien que ça arrive qu'il y ait des parasites dans ce genre dans ce genre d'aliments. Donc, quand ça ne surprend pas, on parle de Miuta Matsui. Ça, c'est l'opinion du Rav Falk. Et la coutume, elle va plutôt dans ce sens. Même si les décisionnaires, la plupart des décisionnaires préfèrent le Mishkenot Yaakov, la coutume, elle, suit l'opinion du Rav Falk. Et c'est celle qu'on devrait plutôt suivre. C'est-à-dire que si je ne suis pas surpris de la présence d'un puceron dans ce genre d'aliments, évidemment, j'ai l'obligation de les vérifier. Donc, encore une fois, pour revenir à cette notion de Miuta Matsui, la vérification, elle peut dépendre du climat et des régions. Pour revenir sur... quand on a donné l'exemple de la farine en Eretz Israël, on avait dit par exemple la farine en Eretz Israël, on la tamise de façon systématique, parce que là-bas, on parle de Miuta Matsui. Ça ne surprend pas qu'il y ait un parasite. En revanche, trouver un parasite dans un paquet de farine en France, ça surprend. C'est pas impossible, mais ça surprend. Donc, on pourrait dire que là, même selon l'opinion du Rav Falk, qui reste des trois opinions qu'on a citées pour définir le Miuta Matsui, qui reste une opinion assez stricte, même selon cette opinion-là, je ne suis pas obligé de tamiser ma farine en France. C'est toujours bien de le faire. C'est louable de le faire. Surtout si on choisit des produits de bonne qualité et qui restent plus longtemps dans les étalages du magasin. Autrement dit, plus le débit est grand, plus il y a de la consommation, ça veut dire plus les paquets sont consommés rapidement, bon, ils restent moins longtemps dans les étalages, moins il y a de chances, évidemment, de trouver des parasites dans ces aliments. Donc c'est ce qui explique que quand on va prendre de la farine bon marché, dans un supermarché ou dans une supérette, quand on prend la farine bon marché, on a plus de chances qu'elle soit propre que quand on va prendre la farine un peu plus chère, mais qui va attendre plus les acheteurs. Pourquoi? Parce que le débit est moins grand. Donc si on choisit des farines plus chères et qui ont un débit moins important, et bien là, c'est une bonne chose de vérifier, même si encore une fois en France on peut dire que c'est pas obligatoire. En Israël, encore une fois, la vérification de la farine se fait de façon systématique, et pas seulement de la farine, celle du riz, des pois chiches, du blé. Voilà, c'est le genre de choses où en France, encore une fois, je suis certain que c'est dû au climat. En France, on a moins l'habitude de vérifier. Peut-être on jette un œil, mais en général, c'est assez propre. Et en Israël, on vérifie systématiquement ce qu'on consomme. Donc voilà pour la définition de Miuta Matsui. Et encore une fois, quand on est dans le cas de Miuta Matsui, si ça a été déjà utilisé, c'est permis à la consommation. Donc si on est invité chez un proche et qu'on sait qu'il a utilisé des ingrédients qui sont permis et que on va dire, c'est caché. Et qu'on vous propose un gâteau avec un thé, des aliments qui ne posent pas de problème de cache-route majeur, on va pas se dire ah non, je vais pas consommer le gâteau parce que ça n'a pas été tamisé, etc. Pourquoi? Parce que justement, même si c'est de la farine qui demande une vérification, c'est seulement au titre de Miut Hamatsui. En revanche, s'il s'agit de légumes comme le fenouil ou des trucs comme ça, ou des aliments qui eux sont infestés, eh bien avant de le porter en bouche, il faudrait quand même l'observer. Voilà. Faudra faire beaucoup plus attention. Alors justement, qu'est-ce qui se passe si devant un plat cuisiné, on trouve un parasite? Qu'est-ce qui se passe dans ces situations-là? Puisqu'on parle de Mourzak, puisqu'on parle de Chazaka, c'est-à-dire de présomption, dans quelle mesure, quand on trouve une vermine dans un plat déjà cuisiné,
ça interdit tout le plat. Eh bien, le Rashba dit que tant qu'on trouve un insecte, c'est pas un problème. Il suffit de le retirer et le reste du plat est permis. Si on en trouve 2, le plat reste permis encore. Mais par contre, quand on en trouve 3, eh bien à ce moment-là, on ne peut plus rien manger tant qu'on n'a pas quand on n'a pas vérifié chaque chose. Donc, il dit que le bouillon, il faut absolument l'avoir filtré et les légumes restent interdits parce qu'ils peuvent contenir encore de ces insectes qu'on distingue moins maintenant. Si les légumes sont crus, eh bien, ils seront permis après vérification. Donc parce que là, on sait qu'on peut encore chercher, on peut encore distinguer les insectes. Donc maintenant, si ce sont des insectes qui viennent de l'extérieur, on sait que ce ne sont pas des insectes qui infestent le légume lui-même quand on l'achète, mais c'est un insecte qui est venu dans le plat après qu'on l'ait préparé. D'accord ? Ça peut arriver de trouver une mouche, par exemple, dans un plat. Alors à ce moment-là, tout est permis après vérification. Parce que ce sont des insectes qui viennent de l'extérieur. C'est pas le légume qui a mal été vérifié. Disons que tout a été vérifié, mais il y a un insecte qui est venu de l'extérieur. Après, vous trouvez un moustique. Le moustique, il vient pas peupler les salades, le moustique, normalement. Il est venu de l'extérieur. Le moucheron aussi. Enfin, ça dépend de sa taille. La mouche, disons qu'elle vient de l'extérieur. Un petit moucheron, c'est possible qu'il vienne de l'intérieur. Donc tout dépend des situations. En tout cas, quoi qu'il en soit, si vous trouvez une mouche dans le plat et que ça vient de l'extérieur, donc le reste du plat reste permis. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas demander à vous faire rembourser par le restaurant qui vous l'aura servi. Voilà. À la prochaine, on continuera à donner quelques petites précisions encore sur ces halachot. Au revoir.